On dit souvent d'un match de foot qu'il est comme une partie d'échecs, où chaque mouvement, qu'il soit sur le gazon ou sur l'échiquier, dévoile une stratégie complexe, mais par-dessus tout, une quête obsessionnelle de la victoire. Alors, qu'arrive-t-il lorsqu'un joueur d'échecs et un entraîneur de foot échangent leur vision du jeu? Découvrons ensemble, aujourd'hui, l'histoire poignante d'une nuit à New York où passion, épuisement et leçon du temps s'entremêlent dans un ballet intellectuel unique. Voici l'histoire de la rencontre entre Pep Guardiola et Garry Kasparov. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Guardiola. Mais comme j'ai la sensation que presque tout a déjà été dit, alors on va le faire avec un angle d'écueil. On est en 2012, et Guardiola, à ce moment-là, il vient de quitter le Barça, et il est exténué, aussi bien sur le plan mental que physique. Pour se reposer, et essayer d'avoir l'esprit tranquille l'espace d'au moins une année, il convainc sa femme de changer de vie du tout au tout. Et la famille Guardiola déménage à New York. Le truc, c'est que Pep, même s'il est loin du foot à New York, il n'a pas vraiment l'esprit tranquille. Et c'est là que notre économiste et notre joueur d'échecs entrent dans l'équation. Pep, s'il déménage à New York, c'est parce que son ami Xavier Salahir-Martin, qui est vivait depuis longtemps, lui a vanté les mérites de la ville. Pep et Xavier Salahir-Martin, qu'on va appeler Martin pour la suite, ils sont connus au Barça où Martin, il y était trésorier et il faisait profiter aux Catalans ses talents d'économiste mondialement réputés. Un soir d'octobre 2012, à New York, Pep invite logiquement Martin à dîner. Le truc c'est que Martin, il a déjà un rendez-vous prévu, et ce, avec notre deuxième protagoniste, le joueur d'échecs. Garry Kasparov, c'est probablement le joueur d'échecs le plus fort de sa génération. Il a un palmarès immensément fou, et un peu à l'image de Guardiola, au moment où les deux se rencontrent, ils ont tellement gagné qu'ils n'ont plus rien à gagner. La première rencontre entre les deux hommes, elle est folle. Guardiola et Kasparov rentrent dans un échange intellectuellement hypnotisant en totale impro sur l'exploitation faite par les humains des nouvelles technologies. Mais à aucun moment il est question de sport, ni de foot, ni d'échecs. Il y a comme ça, dans leur relation, un respect profond et une espèce de fascination mutuelle qui très vite les amène à se revoir tellement la première rencontre était enrichissante pour les deux. Cette deuxième entrevue, elle est déjà plus intime, et cette fois-ci vraiment déterminante. Les deux parlent de ce qui les anime vraiment, le sport, et au cours de cette discussion, Pep, il demande à Garry s'il était capable de battre le nouveau numéro 1 mondial des échecs, le jeune danois Magnus Carlsen. Et là, Kasparov répond à Pep: j'ai les capacités, mais il serait impossible. Dans un premier temps, Guardiola, il est un peu outré de cette réponse. Il se dit voilà, c'est une réponse toute faite, politiquement correcte, et donc il repose la question à 3 reprises, mais à 3 reprises, Kasparov n'en démord pas, il lui répond la même chose. J'ai les capacités, mais il serait impossible. En fait, si Kasparov il répond ça, c'est parce que tout comme Pep, il est usé. Les échecs, ça l'a essoré comme le Barça a essoré Pep, et à force de toujours douter du résultat de telle ou telle décision, il souffre de la pression inhérente à l'analyse permanente, et là où sur un match de 5 heures, Magnus Carlsen, il serait capable de maintenir sa concentration pendant 5 heures, Kasparov, lui, du fait de ce qu'il a déjà vécu, il maintiendrait sa concentration pendant moins longtemps parce qu'il ne voudrait plus et ne pourrait plus souffrir aussi longtemps de calculer une infinité de combinaisons et leurs conséquences. La nuit d'après, Guardiola, il l'a passé à réfléchir à cette discussion, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a pas beaucoup dormi. Your approach to life, that relentless hunger to challenge your own way of thinking, to never rest on your laurels. I thought through all the football gents that I've interviewed in the past decade, one stood out to me. Pep Guardiola had actually sought you out back in 2012 to talk to you and learn how you think. The short period of retirement here in America, we were neighbors in the Upper West Side. We got together just quite a few times and of course talked about strategy and decision making, and that's what I actually learned from my mother. The lesson is, as long as you're challenging your own excellence, you will never run short of opponents. It guarantees that you always surprise your opponents because they expect you to follow the strategy that worked for you in the last game, in the last match. But you are just coming up with new ideas and just you throw them off their balance. That's what I call attacker's advantage. Pour Pep Guardiola, la rencontre avec Garry Kasparov, ça a été une véritable révélation. Depuis ses débuts en tant qu'entraîneur au Barça B, il s'est toujours montré passionné par son travail, étant dans l'excès jusqu'à négliger sa vie personnelle, mais parfois cette passion elle le fait souffrir, parce qu'à chaque minute de sa vie, il pense au foot, qu'est-ce qui se passe si je mets mon ailier à l'intérieur, quelle réaction va avoir le défenseur, toutes ces réflexions qui, mis bout à bout, lui parasitent l'esprit. Mais avec Kasparov, pour la première fois, il rencontre un gars qui a un statut bien plus légendaire que lui, et qui lui apprend qu'il n'est pas un robot et qu'il n'est pas infaillible. En fait, Guardiola, si c'était le meilleur tacticien du monde, il avait quand même du mal à gérer ses émotions et les égos d'un vestiaire. C'est tout ce côté humain qu'il avait un peu délaissé au Barça en construisant son effectif
sans aucune considération personnelle pour les noms qu'il cochait sur les feuilles du match et en n'ayant aucune vergogne à vendre Eto'o, Deco, Ronaldinho ou même Yaya Touré avec qui il n'a pas pris la peine de s'entretenir pour lui annoncer son départ. Vraiment, il faut qu'on dise merci à Samuel parce que c'était une saison difficile pour lui, mais il a montré le grand joueur qu'il est. Tout ça. Un beau discours. C'est la première fois où j'ai fait confiance à Guardiola. Mais cela m'a coûté mon passeport pour l'Inter de Milan. Et du coup, quand vous l'avez croisé ensuite à l'Inter, parce que vous l'avez croisé, on a une belle photo de vous en poignée de main. Regardez mon visage. Parce que Guardiola, il m'a vu dans le tunnel. Est-ce qu'il m'a salué dans le tunnel? Il ne m'a pas salué dans le tunnel. Il a attendu là où il y avait tous les caméras. Moi, quand il a regardé le visage de Thierry Henry, ça dit tout. Parce qu'ils ont vu la scène. On était tous dans le tunnel. Regardez Léo Messi. Regardez le visage de Léo Messi. On était tous dans le tunnel. Il ne m'a pas salué. Il a attendu quand il y avait toutes les caméras pour venir me tendre la main. Évidemment, je ne pouvais pas refuser. En 2013, Pep Guardiola signe au Bayern. Si les Bavarois sortent d'un triplé historique sous les ordres de Jupp Heynckes, à ce moment-là, en vérité, Munich est irrégulier. Jürgen Klopp, le révolutionnaire de Dortmund, glane tout sur son passage et c'est les Munichois qui se retrouvent sans aucun titre de champion pendant 2 saisons. En choisissant l'Allemagne, Pep y choisit la stabilité. Il aurait pu aller rejoindre à City ses potes Ferran Soriano et Txiki Begiristain, mais il préfère rejoindre le projet du Bayern où finalement, il n'a pas grand chose à changer et la seule pièce manquante du puzzle munichois, c'était lui. Le Bayern avait toujours gagné, mais cette fois-ci, il voulait le faire avec manière. Quand il arrive en Bavière, Guardiola, c'est un homme nouveau. Il est revigoré, débordant d'énergie, ultra enthousiaste à l'idée d'entraîner de nouveau, et même s'il adorait New York, il aurait de toute façon pas supporté encore longtemps d'être loin du foot. Le truc, c'est qu'il arrive dans un contexte assez particulier. On est aux alentours des années 2010, et l'Allemagne vit une espèce de révolution idéologique sur la manière de penser le jeu. Tout est un peu chamboulé dans la tradition allemande, alors pour Guardiola, c'est un terrain de jeu idéal, il a 1000 milliards d'idées qui fusent à travers son esprit, et la machine est relancée, ça y est, il s'arrête plus de penser. Il met en place son fameux jeu de position, qui serait une franche réussite, et pour résumer cette idée, il a une phrase qui est assez géniale, je trouve. Il dit « Si quelqu'un cherche à comprendre véritablement ce que nous avons fait au cours de ces 3 années, voici un résumé. Nous avons joué avec Kimmich et Alaba, un milieu de terrain et un latéral comme défenseurs centraux, positionnés à 50 mètres de Neuer, ce qui nous a permis de nous installer dans la moitié de terrain adverse, jouant de telle façon que nous n'avons encaissé que 17 buts en 34 matchs de championnat. » Au final, en vertu du contexte dans lequel Guardiola il était plongé à Munich, son passage là-bas reste une réussite. Chaque année qu'il y a passé, il a remporté le championnat en le surclassant de très loin. En 2014, il remporte même le titre le plus précoce de l'histoire, étant mathématiquement champion la 27e journée, et c'est la quasi-totalité des joueurs du Bayern qui font gagner la Coupe du Monde à l'Allemagne l'été de cette même année. Des stats affolantes sur son passage à Munich, je pourrais passer la journée à vous en citer, tant il a laissé un héritage fou à l'Allemagne, mais l'échec le plus intéressant à étudier, c'est celui qu'il a connu en Ligue des Champions. En 3 saisons, il a à chaque saison hissé le club dans le dernier carré de la compétition, sans pour autant atteindre une seule fois la finale, ce qui nuance largement son succès. En réalité, contre les gros, et quasiment à chaque moment cruciaux, le Bayern de Guardiola a été mis en difficulté. D'abord en 2014, sur l'ensemble de la double confrontation qui les ont opposés au Real d'Ancelotti. En 2015, face au Barça de Luis Enrique, ils sont surclassés pendant un gros quart d'heure et Messi en profite non seulement pour humilier Boateng, mais surtout pour permettre au Barça de prendre 3 longueurs d'avance. Son passage au Bayern, bien qu'à première vue devait être tranquille, l'aura tout autant exténué que son passage au Barça, et Kasparov l'avait mis en garde lors de cette fameuse soirée à New York. Le jour où je suis devenu champion du monde pour la 2e fois en 86, je savais déjà qui finirait par me battre. Ah bon? Qui? Demande l'entraîneur. Le temps, Pep. Le temps.